Bienvenue dans un nouveau numéro de Phase S. Phase S, la web émission dédiée à la science-fiction présente. Dossier A56-7W. Sujet, faire une émission de Phase S sur Supercopter, une série des années 80 avec un hélicoptère d'attaque capable de dépasser Mach 1. Parler de ses protagonistes, Jan Michael Vincent, Ernest Borgnine, Alex Cord et Jean Bruce Scott. Trouver et donner des infos sur Supercopter est notre priorité numéro 1. Fin du dossier. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Phase S. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un engin dont nous sommes sûrs que vous avez rêvé de prendre les commandes. Il s'agit de Supercopter. Supercopter, de son véritable nom, Airwolf, est une série d'action qui s'étale sur 4 saisons pour un total de 79 épisodes. Même si les fans considèrent qu'il n'y en a que 3, tellement la 4e est mauvaise. Mais on reviendra sur le pourquoi de ceci un peu plus tard. Elle débute en 1984, le 22 janvier pour être précis, et termine d'être diffusée le 7 août 1987 sur CBS aux États-Unis. L'histoire est simple. Elle raconte celle d'un prototype d'hélicoptère militaire construit par un génie complètement barré nommé Charles-Henry Moffett, incarné par David Hemmings pour une organisation militaire privée du nom de la firme. Celle-ci est plus ou moins en cheville de façon officielle avec le gouvernement américain et construit, vend des armes et effectue des missions pour elle-même et le gouvernement dans l'intérêt du pays. Moffett vole l'appareil et part en Libye avec. Archangel, le seul rescapé de la firme lors de la démo et surtout le vol d'Airwolf, contacte un pilote hors pair et accessoirement mercenaire, Stringfellow Hawk, pour aller récupérer l'appareil contre une prime d'$1 million. Plus tard, on apprendra qu'en fait Hawk faisait partie du programme Airwolf et était l'un des pilotes pressentis pour piloter l'appareil. Mais Hawk décline l'argent et demande en échange qu'on retrouve son frère St. John resté prisonnier au Vietnam et qu'il croit toujours vivant. Ce sera le fil rouge de la série, tant que la firme ne retrouve pas St. John, Stringfellow garde Airwolf. Il est aidé pour cela de son ami et mentor Dominic Santini, qui était un grand ami du père de Hawk. À partir de la saison 2, ils seront rejoints par une troisième personne, une femme, Kathleen Chenesi, une flic de la route qui pilotait un hélicoptère. Elles viendront en renfort lorsque Hawk ou Dominic ne sont pas disponibles pour pouvoir piloter Airwolf. La série s'inscrit dans une thématique qui était assez forte au début des années 80, une machine extraordinaire assortie d'un héros souvent solitaire pour venir faire régner l'ordre et la justice. Elle est par exemple dans la lignée de K2000 ou encore Tonnerre mécanique, sauf que pour Airwolf, les méchants sont souvent russes, guerre froide oblige. C'est Donald P. Belisario qui est le créateur de la série et à qui on doit par exemple des séries telles que Magnum, Les Têtes Brûlées, Code Quantum, JAG ou encore NCIS. C'est pourquoi vous ne serez pas étonné de retrouver des acteurs communs à toutes ces séries dans Airwolf. Belisario travaille souvent avec 3 autres personnes récurrentes qu'on retrouve toujours dans le staff de ces séries. Il s'agit de David Hemmings, qui incarne le créateur d'Airwolf dans la série, de Deborah Pratt, sa femme qu'il a rencontrée sur la série Airwolf, et de James Whitmore Jr., qu'on aperçoit aussi dans des petits rôles de la série Airwolf et qui était le capitaine Gutterman dans Les Têtes Brûlées. Belisario a l'idée de créer la série alors qu'il était sur Magnum. Grand fan d'hélicoptères, c'est pour ça qu'il y avait le personnage de Terry dans Magnum, il veut faire une série sur les hélicoptères. Ainsi, il réalise un épisode dans la saison 3 de Magnum qui raconte l'histoire d'un pilote de combat. Cet épisode était en fait un test pour lancer une nouvelle série. Malheureusement, aucune commande ne lui parvient après cet épisode. C'est alors qu'en 1983 sort le film Tonnerre de feu avec Roy Scheider, Blue Tender en version originale, qui met en vedette un prototype d'hélicoptère surpuissant de la police. Le film est un succès aux USA et se classe numéro 1 le premier week-end de son exploitation avec des recettes de $8 millions. Ensuite, il récoltera au final un peu plus de $42 millions de bénéfices. Belisario sent alors que c'est le bon moment pour lancer son ancien projet créé avec l'épisode de Magnum. Il retravaille alors en profondeur son idée et ceci donne Airwolf. La production de la série démarre et le choix de l'hélicoptère se porte sur le modèle Bell 222 qui a un look ravageur. Belisario fait appel à la société Jetcopter UMC. Jetcopter est en effet spécialisé dans les tournages de films et de séries TV et est rompu à ce genre d'exercice. On modifie alors les côtés du Bell 222 pour lui rajouter les fameux turboréacteurs surpuissants. On utilisera de la fibre de verre, de l'aluminium et du plastique pour cela. Il faut garder à l'esprit qu'il s'agissait d'un vrai hélicoptère qui allait voler dans la série et donc les prop makers durent faire en sorte que les modifications de l'appareil gardent au mieux ses spécifications d'origine, notamment pour le poids pour éviter tout problème lors des vols.
Les prop makers réussirent tellement bien leur travail que la légende raconte que l'appareil avait de meilleures spécifications de vol après les modifications de celui-ci. On modifiera également le haut du nez de l'appareil, le capot du dessus, pour le rendre un peu plus agressif. Et cela lui donnera la forme suivant comme on le regarde, soit d'un requin, soit d'un dauphin. Puis il sera peint en noir et blanc. La raison est simple, le noir permettait de camoufler les portes de côté du Bell 222 et que l'on peut apercevoir sur certains épisodes en dessous des turbos et du panneau où se trouvent les scanners. C'est Andrew Probert qui a designé les modifications du Bell 222. Il est très connu pour l'Enterprise refit du film de Star Trek de 1979. Les modifications ont d'abord été faites sur une maquette non volante, depuis laquelle d'autres maquettes ont été tirées, et ainsi que les pièces selon les spécifications de la FAA, la Fédération de l'aviation américaine. Le pilote principal de la série, David Jones, dira d'ailleurs, après le test de l'appareil avec les modifications, qu'il vole maintenant mieux qu'avant. Les effets pyrotechniques utilisaient des bougies et de l'essence pour simuler les tirs de mitrailleuses ainsi que les flammes des fameux turboréacteurs. Andrew Probert a également designé le logo des combinaisons que portent les acteurs dans la série. La tête de loup avec les ailes de chauve-souris et une perruque de mouton. Probert a bien évidemment designé également le casque des pilotes d'Airwolf, tout comme la tenue, mais celle-ci sera créée ou plutôt confectionnée par quelqu'un d'autre. Pour les effets graphiques des ordinateurs d'Airwolf, plusieurs personnes ont été mises à l'œuvre. Nous pouvons en citer 3, Howard Schwartz, Jim Michael et Whitey Crum. 2 appareils furent utilisés. Un fut acheté et ce sera le seul hélicoptère modifié qui aura les armes sorties en permanence. En effet, comme il n'était pas possible de faire un système qui permette de sortir les armes en l'air, l'appareil a donc toujours les armes sorties sur ce modèle modifié. C'est pour cela d'ailleurs que souvent cela posera des problèmes de montage dans les épisodes de la série, où l'on voit souvent Airwolf avec les armes sorties et le plan suivant, les armes rentraient, puis à nouveau le plan suivant, les armes sorties. Car lorsqu'ils utilisaient le modèle avec les armes sorties, ils devaient tourner un maximum de plans car les prises de vue aériennes coûtaient horriblement cher. On peut voir d'ailleurs les 2 exemplaires du Bell 222 dans la première saison, avec l'épisode Le Simulateur et dans l'épisode de la saison 3, Les Frères Ennemis où l'un des deux a le nez orange. A noter d'ailleurs que dans cet épisode de la saison 3, Airwolf 2 comme il est appelé, n'a pas de turboréacteur sur les côtés. C'est donc totalement illogique qu'il soit aussi rapide que l'Airwolf original. Toutes les séquences où l'on voit les armes sortir et les tubes des missiles se déployer en dessous de l'appareil sont toutes des scènes tournées en studio et le système est actionné manuellement hors caméra pour la sortie des mitrailleuses et du lance-missile. Idem pour la flamme qui sort des turboréacteurs factices, aucune d'elles ne pouvait être effectuée en vol car il n'existait pas de système électrique motorisé. Toutefois, pour l'anecdote, Airwolf est représenté tout au long de la série en train de lancer divers missiles à partir des 3 petits tubes placés sous l'hélicoptère. Ceci inclut le Copperhead, 6 pouces de diamètre x 54 pouces de longueur, le Harpoon, 13,5 pouces de diamètre et 12,5 pouces de longueur, le Hellfire, 7 pouces de diamètre, 64 pouces de longueur, et le Maverick, 12 pouces de diamètre x 8 pouces de longueur. Aucun de ces missiles n'est suffisamment petit pour pouvoir être contenu dans les tubes montrés à l'écran. Tous ces missiles lancés depuis le ciel étaient montés sur des attaches solides sur les ailes d'avion. Le Copperhead, lui, n'a jamais été utilisé par les avions, il est lancé par l'artillerie au sol. Pour les scènes en cockpit, on construit là aussi une cabine factice à l'échelle 1-1, que l'on voit aussi dans l'épisode de la saison 1, le simulateur. Et d'une, car la cabine du vrai Bell 222 ne ressemble pas du tout à celle d'Airwolf, et cela aurait coûté très cher de la modifier pour mettre les systèmes lumineux, etc. Et de 2, pour avoir déjà monté en hélicoptère, vu le bruit du rotor, je peux vous dire qu'il aurait été impossible de faire la moindre prise de sang, tout simplement. Une maquette à taille réelle est également construite pour les scènes dans la caverne de la cachette d'Airwolf. Celle-ci ne vole pas, mais avait les rotors qui pouvaient tourner au ralenti pour faire croire que l'appareil venait de se poser. Pour les scènes de vol à l'extérieur, outre les 2 Bell 222 modifiés qui volent réellement, on utilisera également diverses maquettes à l'échelle variable pour simuler la vitesse d'Airwolf. On ne se privera pas d'ailleurs d'accélérer par moment l'image, et oui, le Bell 222 ne peut voler qu'à 350 km/h maximum, on est loin du Mach 1 d'Airwolf. Il suffit d'avoir d'ailleurs la lenteur d'Airwolf lorsque dans la série il y a des scènes tournées à vitesse normale. C'est une maquette également que l'on voit sortir de la cheminée à l'extérieur pour la vue de côté, puis le vrai Bell 222 lorsque l'on le voit de face partir de la même cheminée. Et oui, il n'était pas possible à un vrai hélicoptère de rentrer dans un tel conduit étroit, faut pas déconner. Une fois la partie technique et machine réglée, il faut maintenant trouver le casting de la série. Nous en parlerons un peu plus loin. Les spécifications d'Airwolf laissent rêveur et nous les connaissons. 14 armes différentes tant que l'appareil n'a pas atteint Mach 1, canon de 30 mm, mitrailleuse de 50 qui tire 40 coups à la seconde, toutes sortes de missiles comme le Sidewinder, le Eagle, des missiles nucléaires, des bombes guidées au laser, ce que les fans ne manqueront pas de railler Hawk qui presse toujours qu'un seul bouton ou la gâchette.
2 puissants turboréacteurs de 2 tonnes de poussée qui permettent à Airwolf d'aller plus vite que Mach 1 en vitesse et d'atteindre Mach 2 à sa vitesse maximum. 560 km/h avec le rotor seul, système défensif comme le Sunburst ou le Chaff, système électronique capable de le rendre invisible au radar terrestre et celui des avions et capable de brouiller les communications, ordinateur de bord intelligent qui apprend et mémorise les techniques de combat, scanner standard, thermique et infrarouge de grande précision, blindage capable de résister aux balles de mitraillette. Airwolf est capable de parcourir 1500 km de distance avec 3 personnes à son bord et plus de 2300 km avec 2 personnes à bord. Capable d'être ravitaillé en vol, de voler à une altitude de 11 000 pieds sans pressurisation, à 89 000 pieds en étant pressurisé, il atteindra même les 100 000 pieds dans la saison 3, soit plus de 30 km presque du suborbital. Et enfin, capable de faire des tonneaux et des loopings sans sourciller, et le tout pour combien la bonne dame ? Airwolf dans la série est censé avoir coûté 5 millions de dollars des années 80. N'oubliez pas de rajouter l'inflation pour le tarif d'aujourd'hui, joli jouet. Pour revenir un peu à la réalité, le Bell 222 en vérité ne pouvait aller qu'à 250 km/h maxi et parcourir qu'une distance de 600 km pour une altitude de 13 000 pieds. Ça nous fait un peu redescendre sur Terre. Les tenues de combat d'Airwolf que portent Stringfellow Hawk, Dominique Santini et Caitlin ont-elles été créées par le célèbre costumier français Jean-Pierre d'Orléac. Ne soyez pas surpris, il est un grand ami de Donald P. Belisario. Tout est maintenant prêt et on commence à tourner. Belisario monte une société de production dédiée à la série, Belisarius Prod, et s'associe avec MCA Universal pour produire la série pour le network CBS, réseau sur lequel la série sera diffusée. D'entrée, les coûts de production sont excessifs et Airwolf devient l'une des séries les plus coûteuses à produire. Il faut débourser pas moins de 1,2 million de dollars par épisode tourné. En cause, les prises de vue aériennes qui sont très chères et le salaire des acteurs, plus les coûts de tournage en extérieur avec les équipes techniques. Mais Airwolf rencontre un bon succès et Belisario peut se permettre de maintenir un tel coût pour la saison 1. Néanmoins, des problèmes commencent à apparaître sur la série et des dissensions entre Belisario et CBS pointent leur nez à la saison 2. Déjà, pour augmenter le taux d'écoute, CBS veut se débarrasser des récits sombres et tortueux de la saison 1 et orienter la série plus dans le côté action. Dans le même temps, elle demande à ce qu'un personnage féminin soit ajouté à l'équipe d'origine. Belisario, qui est en désaccord avec ses idées, ne supporte plus ses contraintes et claque la porte à la fin de la saison 2. C'est à cette même période que Deborah Pratt, qui incarne Marella dans la série, la quitte pour une raison toute simple. Après avoir rencontré Belisario, son mari, sur les plateaux de tournage, elle est enceinte de lui de 3 mois. Belisario sera remplacé par Bernard Kowalski. Malheureusement, les taux d'audience ne décollent pas. À cela s'ajoutent des problèmes d'alcoolisme de la vedette principale, Ian Michael Vincent, qui ralentissent considérablement les tournages et augmentent encore les coûts de production. La série s'arrête au bout de la saison 3 et avec une perte sèche et une ardoise de près de 12 millions de dollars pour les 58 épisodes diffusés. Le show est donc annulé mais va miraculeusement renaître de ses cendres 1 an après son arrêt. Et cela grâce aux Canadiens. En effet, dans les années 80, ceux-ci rachètent systématiquement les droits de séries qui ont bien marché. Pour tenter de surfer sur leur succès, on peut citer par exemple le cas de Galactica 80. Universal fait donc un partenariat avec le producteur Arthur Anecarico pour faire une nouvelle saison d'Airwolf qui sera diffusée par la chaîne USA Network. Malheureusement, les caisses sont vides et il faut considérablement réduire les coûts de production. Fini les cascades aériennes coûteuses et compliquées, il faut réduire à tout prix. Le budget de 1,2 million de dollars à l'époque de CBS est réduit à 400 000 dollars par épisode. La première chose que fait donc la société de production est de vendre le Bell 222 modifié avec les armes sorties. Logique, pour faire une série sur un hélicoptère, on se débarrasse de celui-ci. Avec cet apport d'argent frais, on recrute un casting au rabais et pas cher, et surtout canadien. Ian Michael Vincent fait tout de même une petite apparition dans le premier épisode de la nouvelle saison pour effectuer la passation de pouvoir à son frère Saint John que l'on a enfin retrouvé sain et sauf. On prend un figurant pour jouer Dominique Santini de loin et de dos le temps qu'il meurt. Puis on se retrouve donc avec St. John Hawk, Jason Locke qui est censé remplacer Archangel à la firme, le major Mike Rivers et Joe Santini, la nièce de Dominique. Autant le dire tout de suite, on perd au change. Et sans hélicoptère, les histoires seront des ressucés des anciennes saisons pour permettre de réutiliser du stock shoot des saisons précédentes. Ainsi, toutes les scènes d'Airwolf en vol dans la saison 4 sont des réutilisations d'images, on a juste modifié les bruitages. La maquette à l'échelle 1:1 de la grotte et la cabine factice sont-elles gardées pour pouvoir tout de même faire quelques scènes près du pseudo Airwolf. Malheureusement, la télévision alors en pleine crise financière gratte sur le moindre effet et mise tout sur le caractère plutôt que le matériel et de ce fait produit une 4e saison vraiment calamiteuse.
Tourné au Canada pour réduire encore plus les coûts, cela ne permettra tout de même pas à la société de production de passer le cap d'une seule saison, et Airwolf s'arrêtera pour de bon à la fin de la 4e saison. Pour la réalisation des épisodes de la série, malgré ses défauts récurrents, ce sont tout de même des grands noms qui ont travaillé dessus, comme Ray Austin, Don Jeffy ou encore Sidney Ayers, qui ont officié sur Chapeau melon et bottes de cuir par exemple. On peut encore citer Nicolas Correa, Gerald Meyer, Richard Irving ou par exemple Alan J. Levy qui a travaillé sur L'homme qui valait 3 milliards ou encore Super Jamie. C'est Ian Michael Vincente qui est choisi pour incarner le personnage principal de la série, Stringfellow Hawk. L'acteur est né en 1944 à Denver dans le Colorado. Repéré par un dénicheur de talent, il fait sa première apparition à l'écran en 1967 dans le film The Hardy Boys, The Mystery of the Chalmers Shank. Il incarne au début de sa carrière des rôles de rebelle contre le système dans des films comme Tribe en 1970, La route de la violence en 1975 et Baby Blues Marine en 1976. Il fera aussi des rôles d'action dans Le Flingueur en 1972, Vigilant Force en 1976 et Le souffle de la guerre en 1983. Dans les années 70, il apparaît dans des productions prestigieuses aux côtés d'acteurs renommés comme John Wayne, Rock Hudson, Charles Bronson ou encore Robert Mitchum. C'est en 1984 qu'il décroche le rôle de Stringfellow Hawk et devient de ce fait l'acteur le mieux payé du moment avec un salaire de plus de 250 000 $ par semaine. Vincente dira d'ailleurs à ce propos plus tard en 2007 « Maintenant que j'y repense, je n'ai jamais réfléchi au fait que j'étais le mieux payé. Tout ce qui m'intéressait, c'était que les gens me suivent et que je sentais que j'étais un bon acteur. » Malheureusement, l'acteur a des problèmes de drogue et surtout d'alcool qui perturbent grandement les tournages d'Airwolf. Au bout de la 3e saison, il est renvoyé. Sa carrière ne fera alors que décliner après cela. Il apparaîtra dans des films de série B comme Alienator, Jurassic Woman, X-Tro 2, etc. Déchu et très mal en point après avoir échappé à la mort plusieurs fois à cause d'accidents de voiture, il finira par mourir en février 2019. L'acteur était si mal en point que lors d'une interview dans les années 2000, lorsque le présentateur lui demande s'il se souvient de son rôle de Stringfellow Hawk, il fut incapable de se rappeler de son rôle dans la série d'Airwolf. C'est Ernest Borgnine que nous retrouvons aux côtés de Ian Michael Vincent. Borgnine est une star reconnue, on a pu le voir dans des films comme Les 12 salopards ou encore dans des séries comme La petite maison dans la prairie, La croisière s'amuse, Le célibataire et d'autres. Borgnine est né en 1917 dans le Connecticut et commence sa carrière en 1951 dans Le Corsaire de Chine. L'acteur mourra en 2012 à l'âge de 95 ans. Interviewé sur ses rapports avec Ian Michael Vincent dans Airwolf, il racontera que Ian Michael Vincent était le garçon le plus adorable lorsqu'il était à jeun, mais qu'il était tout le contraire et donc très violent dès qu'il se mettait à boire, et que c'était totalement une autre personne. Il racontera également que Vincente avait une mémoire photographique et qu'il n'avait besoin que de regarder qu'une seule fois le script avec ses dialogues, et il criait « On tourne !» que c'était ahurissant, alors que lui devait apprendre pendant des heures pour pouvoir sortir son texte. Alex Cord incarne Archangel. À part Airwolf, on a pu le voir dans des séries comme Arabesque, L'île fantastique et diverses autres séries, sans qu'il n'ait jamais le rôle principal. Celui d'Airwolf étant l'un des rares où il est sur le devant de la scène. L'acteur est toujours vivant et continue d'entretenir régulièrement sa carrière, même s'il n'a pas fait quelque chose depuis 2009. Alex Cord est né le 3 mai 1933 à New York, il a aujourd'hui 86 ans. Jean Bruce Scott arrive à la seconde saison et son personnage fut imposé à Belisario par CBS. Elle joue Kathleen O'Shaughnessy, très jolie actrice à l'époque d'Airwolf. Elle ne gardera pas un bon souvenir de la série d'Airwolf. En effet, l'un de ses amis mourra dans un crash d'hélicoptère lors d'une cascade d'un épisode, et elle-même aura un accident qui lui laissera des séquelles à son dos. Diplômée de l'école secondaire La Quinta à Westminster en Californie en 1974, Jean Bruce Scott débute sa carrière dans la série Des jours et des vies en 1981. Elle enchaîne avec Magnum, ce qui va lui permettre d'intégrer le staff d'Airwolf, Belisario produisant les deux séries. Elle aura alors une carrière prolifique et on la verra dans diverses séries telles que Matlock, MacGyver, Duo d'enfer par exemple. Elle continuera Des jours et des vies jusqu'en 2012. Depuis, elle travaille à de nouveaux supports et travaux comme la radio, des scripts ou des livres par exemple. Jean Bruce Scott est née le 25 février 1956 à Monterey en Californie et a aujourd'hui 63 ans. Elle fut mariée 2 fois et vit toujours actuellement avec son second mari, Robert Coleman. Deborah Pratt incarne Marella pendant les 2 premières saisons d'Airwolf. C'est là qu'elle rencontre son futur mari, Donald Belisario. Ils auront 2 enfants ensemble et finiront par divorcer en 1991. Elle n'aura pas une grande carrière à l'écran,
et on a pu la voir dans des anciennes séries comme Happy Days, Sergeant Anderson, Chips ou encore Magnum. Mais c'est surtout derrière la caméra où elle sera active. En effet, elle écrira des scripts pour les séries de son ex-mari, Magnum, Code Quantum, qu'elle produira également avec lui. Elle fait partie du quatuor de Belisario avec David Hemmings et James Whitmore Jr., que vous retrouverez dans le staff des séries de Belisario. C'est Christopher Conley qui incarne St. John Hawke dans les 3 premières saisons de la série, bien que la photo d'intro de la saison 1 montre encore un autre acteur. Fabuleux acteur, on a pu voir Christopher Conley dans L'île fantastique, Les Chroniques martiennes ou encore Martin Eden par exemple. L'acteur est mort en 1988 à l'âge de 47 ans. La série aura bien évidemment son lot de vedettes, nous vous en présentons quelques-unes comme David Carradine par exemple. En France, la série débarque en décembre 1985 sur la défunte chaîne La 5, qui nous fera découvrir un tas d'autres séries et aussi les rediffusions à outrance. La version française de la série, même si elle n'est pas parfaite, tient quand même assez bien la route. Ainsi, pour Ian Michael Vincent, 2 doubleurs prêteront leur voix. Tout d'abord Patrick Poivret, puis Guy Chapelier. C'est Henri Djanik qui double Ernest Borgnine, Francis Lax double lui Alex Cord et Séverine Morisot double Jean Bruscott. Pour Deborah Pratt, ce sera Françoise Dorner. La série sera ensuite rediffusée sur M6, RTL 9, 13e rue, Virgin 17 et depuis avril 2019 sur Paris Première. Pour les anecdotes de la série, nous commencerons par la plus connue. La maison au bord du lac que l'on voit dans la série et qui est censée être la demeure de Hawke était en fait celle de Belisario. Il la prêta pour les besoins de la série, trouvant que ça rajouterait un côté plus mystérieux à son héros. On a pu revoir le Bell 222 utilisé dans Airwolf dans la série Deux flics à Miami dans l'épisode When Irish Eyes Are Crying, lorsqu'ils poursuivent la Ferrari. On pourra aussi revoir le Bell 222 d'Airwolf dans la série L'Agence Tourisque, l'épisode 1 de la saison 4, Le Jugement Dernier. On raconte que certains jours de tournage, Ian Michael Vincent était tellement ivre qu'il ne tenait pas debout, que 2 techniciens devaient lui tenir les jambes pour qu'il puisse rester debout face à la caméra. Ian Michael Vincent n'a jamais piloté le Bell 222, ce fut toujours un pilote agréé, voire 2 qui étaient dans l'hélicoptère pour le piloter et faire les cascades. Le Bell 222, l'hélicoptère utilisé dans Airwolf, n'était pas un modèle très fiable. En effet, sur les 375 exemplaires construits, 36 se sont crashés. Il fut repensé et remis à niveau en 1991 et devint le Bell 230. Tonnerre de feu, le film qui permit à Airwolf d'être diffusé, a lui aussi eu sa série, qui malheureusement aura moins de succès qu'Airwolf. L'ironie du destin parfois, c'est Chad Randall qui était la principale doublure de Ian Michael Vincent pour les cascades dans la série. Le cascadeur a un palmarès impressionnant et tourne toujours actuellement. On peut citer pour lui Godzilla de 1998, Jurassic World, Les Gardiens de la Galaxie ou encore Westworld la série, entre autres choses. Le bracelet en métal que porte Hawke durant les 3 saisons d'Airwolf au poignet droit est un Memorial Bracelet, ainsi appelé aux USA, pour les soldats disparus pendant les guerres. Évidemment, celui de Hawke, on le voit en gros plan dans l'épisode Contamination de la saison 2, est au nom de son frère St. John, disparu au Vietnam. Pour continuer dans les anecdotes, la production n'eut jamais les autorisations de survoler les villes, notamment à cause du modèle avec les fameuses armes sorties. Il y a des lois très strictes là-dessus aux États-Unis. C'est pour cela que c'est souvent des paysages de désert ou des lieux perdus sans habitation. Le bruit de crissement et le bruit de jet des turbines que fait Airwolf tout au long de la série sont des bruits rajoutés en post-prod. On peut entendre le véritable bruit du Bell 222 dans la dernière saison où la majorité des bruits rajoutés furent enlevés. Airwolf utilisait la technologie du CD-ROM pour ses enregistrements de données de ses scanners et ordinateurs. Or, à cette époque, le CD-ROM n'était pas encore fini d'être mis au point et n'était pas encore commercialisé pour le public. C'est donc bien de la science-fiction lorsqu'il utilise des CD dans la série. Dans les petites erreurs de continuité des épisodes de la série, on ne va pas toutes les relever, il y en a une assez marquante. Dans l'épisode pilote de celle-ci, lorsque Hawke va récupérer Airwolf en Libye, pour s'échapper, il se dirige en combinaison vers l'appareil avec son casque et la visière noire baissée pour qu'on le prenne pour Moffat. Or, plus tard, à la fin de la saison 1, dans l'épisode Cache-Cache, lorsque Hawke tente d'échapper à l'agent Bogart et passe au milieu des bombardements, il est surpris d'avoir une visière qui se baisse. Et on fait même la réflexion à Archangel à la fin de l'épisode. C'est QFD. De même, dans cet épisode pilote, Dominique, lorsqu'il s'assoit sur le siège arrière, l'électronique d'Airwolf se met en marche, ce qui l'épate. Cette fonction n'existera plus dans la série, les ordinateurs seront allumés manuellement. Enfin, une dernière pas très réjouissante, dans l'épisode de la saison 2 intitulé Vol 093, celui-ci parle de pirates de l'air
qui coule un avion avec Caitlin à son bord pour exiger une rançon de 50 millions de dollars. Il faut savoir que 17 ans plus tard, lors des attaques du 11 septembre 2001, un vol portant le même numéro 093 sera détourné par les terroristes et comme dans l'épisode d'Airwolf, ils étaient 4 pirates à bord de l'appareil et comme dans l'épisode d'Airwolf, ils n'ont pas atteint leur objectif. Pour les musiques dans la série, on s'attaque là à du lourd car les thèmes abordés dans Airwolf sont tout simplement magnifiques. C'est Sylvester Levay qui composa la majorité des superbes thèmes de la série des 2 premières saisons. Le vrai générique de la saison 1 de Levay n'est pas électronique mais joué aux trompettes et d'autres vrais instruments qui le rendent énergique et inimitable et surtout sublime. Levay composera de superbes thèmes mélancoliques à souhait comme celui de Gabriel dans l'épisode pilote par exemple. Les vraies musiques de la série furent éditées sur un CD à tirage limité dans une version deluxe contenant 2 CD édités en 1999 en Angleterre. Ce CD est tellement recherché que les prix ont flambé et on ne le trouve pas en dessous de 350 à 500 $. Son prix étant même monté à un moment à plus de 900 $ en 2006, malgré la réédition en version étendue du CD en 2014. Vous trouverez sur ce CD le fameux générique en version originale, à la trompette, je le répète, et les versions plus électroniques des saisons 2 et 3. Les thèmes de l'épisode Echo from the Past, Fallen Angel, le HX1, le thème de Gabriel, celui de Moffett, etc. S'il ne vous en faut qu'un, c'est celui-ci. Focalisez-vous sur la réédition de 2014 qui, même s'il est moins bon, contient tout de même de magnifiques thèmes de la série comme Mind of Machine qui est juste superbe. C'est Udi Harpaz qui composera les autres thèmes de la fin de la saison 2 et de la saison 3. La saison 4 ne faisant que réutiliser les thèmes connus de la série. Il existe une chier de CD sur Airwolf, évitez-les. Spécialement le Wonder Weapon qui est une catastrophe et qui se contente de reprendre une version du générique au synthé du plus mauvais goût. En dehors des 2 versions à édition limitée, point de salut. Des maquettes, des jeux vidéo. On se souvient tous du jeu Airwolf sur Amstrad CPC qui était juste une horreur à terminer. Il n'y aurait pas grand chose sur Airwolf. C'est surtout des répliques de l'hélicoptère que vous trouverez. Il y a d'autres goodies, mais nous ne sommes pas certains que ce soit des produits officiels. Nous vous en présentons quelques-uns tout de même. Grâce à un accord avec NBC, l'éditeur de comics indépendant Lion Force a pu sortir en 2013 une série de comics sur Airwolf, en version digitale et s'étalant sur 8 volumes, tout en couleur. Ils ont également sorti un autre comic sur le plus célèbre des hélicoptères, intitulé Airwolf Airstrike. La série aux États-Unis fut éditée en DVD et en Blu-ray en 2016, mais pas dans une version optimale pour ce dernier support. La France, qui n'a peur de rien, édita la série TV en DVD uniquement en version française et non remasterisée. Pas de version originale sous-titrée, non madame, pas de ça chez nous. La série existe donc en 4 coffrets distincts pour les 4 saisons. Universal rééditera la série complète en un seul coffret moins cher dans la collection Vintage. Les choses devraient néanmoins changer très bientôt car en cette année 2019, un coffret Blu-ray est prévu chez l'excellent éditeur Elephant Film. Lorsque l'on voit le travail réalisé sur la série de Hulk, on espère qu'Airwolf aura le même traitement. Différentes répliques volantes ou non d'Airwolf existent, voyons-en quelques-unes si vous le voulez bien.
C'est au cours de l'année 1974 que le constructeur annonça son intention de produire le premier hélicoptère léger américain biturbine à vocation civile. Devant les avancées réalisées en Europe, les ingénieurs et designers de Bell eurent l'idée de frapper fort en tentant d'imposer un nouveau style. Le nouvel hélicoptère allait donc être plus aérodynamique que ses prédécesseurs et faire appel à des avancées technologiques de premier plan. Il fut décidé de le nommer Bell Model 222. Extérieurement, il tranchait avec ce qui se faisait alors. Disposant d'une esthétique soignée, il se présentait sous la forme d'un hélicoptère léger biturbine construit intégralement en métal. Il disposait d'un rotor principal bipale usiné en métal et fibre de verre, une grande première pour un hélicoptère américain civil de l'époque. Mais surtout, ce qui sautait alors aux yeux était son train d'atterrissage tricycle escamotable en lieu et place des traditionnels patins. Le reste de l'appareil était de facture assez académique avec sa cabine permettant l'accueil de 6 à 7 passagers et son rotor anti-couple classique. Le prototype du Bell Model 222 réalisa son premier vol le 13 août 1976. Souvent présenté alors comme une réponse américaine au SA-365 Dauphin II, le nouvel hélicoptère Bell ne fut certifié par la Federal Aviation Administration qu'en décembre 1979. Dès lors, sa carrière commerciale pouvait commencer. D'abord aux États-Unis, puis dans le reste du monde. Il est d'ailleurs intéressant de remarquer que commercialement, il fut rapidement appelé simplement Bell 222. D'abord cantonné à des rôles d'hélicoptère d'affaires, il réussit petit à petit à intéresser certains services de police américains, comme celui de la ville d'Austin au Texas ou encore celui de Duluth dans le Minnesota. Malgré cela, le Bell 222 peinait à décoller sur le marché parapublic, son prix exorbitant, on parle d'un peu plus de 500 000 € il paraît, le rendait nettement moins attractif qu'un Écureuil ou qu'un Land Rangers. Mais surtout, le Bell 222 était jugé trop petit pour les missions militaires qu'il visait, recherche et sauvetage en mer ou évacuation sanitaire. Même l'US Army s'en désintéressa. En fait, un seul Bell 222 militaire, un appareil vendu en 1990 à l'Albanie pour des missions de transport de haute personnalité, fut utilisé jusqu'en 2012. Néanmoins, en 1981, l'hélicoptériste vit une possibilité de donner naissance à une version militaire du Bell 222. L'US Army venait de lancer le programme ACAP pour Advanced Composite Airframe Program. Celui-ci concernait l'étude et la faisabilité d'un hélicoptère militaire dont la cellule ferait massivement appel aux matériaux composites. Le programme ACAP représentait en fait une partie du plus vaste programme LHX pour Light Helicopter Experimental, visant à fournir dans les années à venir un hélicoptère de reconnaissance et de combat permettant le remplacement rapide des Bell AH-1 Cobra, OH-58A et B Kiowa et des Hughes OH-6 Cayuse, en service dans les rangs de l'armée américaine. L'hélicoptère proposé par Bell était un modèle 222 profondément repensé et renommé Bell 292. Il vola pour la première fois le 30 août 1985. Pourtant, ce fut un concurrent qui au final fut déclaré vainqueur, le Sikorsky S-75. Cependant, l'histoire nous a démontré que l'appareil qui en fut dérivé, le RAH-66 Comanche, n'eut pas du tout le succès escompté. En 1991, le constructeur développa une version destinée au transport vers les plateformes de haute mer, doté d'équipements spécifiques mais aussi pour l'évacuation sanitaire et certaines missions de police. Dotée de 2 turbomoteurs Rolls-Royce 250C légèrement plus puissants, cette version fut désignée Bell 230. En fait, elle préfigurait la dernière évolution de cette machine, le Bell 430, un appareil conçu en 1995 et destiné à gommer toutes les erreurs faites sur le Bell 222. Mais à l'usage, le Bell 430 s'avéra trop onéreux pour les finances dominicaines et l'appareil fut revendu en 2007. Sa mission fut en partie reprise par un Bell 412. L'autre client militaire était l'aéronavale équatorienne qui en 2008 fit l'acquisition de 2 Bell 430 destinés à des missions de liaison, d'entraînement à l'appontage et de soutien aux opérations spéciales. Mais incontestablement, c'est la télévision qui a rendu célèbre l'hélicoptère. Au milieu des années 80 avec Airwolf évidemment qui popularisa le Bell 222. Dans ce programme de science-fiction, l'hélicoptère avait été très profondément transformé afin de le rendre supersonique et capable d'évolution dont l'appareil est en fait incapable. Looping et tonneau complet, la série a connu un succès énorme dans de nombreux pays dont la France. Il est à signaler que l'hélicoptère employé dans les 3 premières saisons, sur un total de 4, s'est écrasé en 1991 en Allemagne lors d'un vol sanitaire, comme on vous l'a dit plus tôt dans l'émission. Hélicoptère techniquement réussi, le Bell 222 mais aussi ses successeurs étaient taillés pour le marché civil américain mais absolument pas pour celui de l'export militaire.
Trop cher et finalement trop luxueux, cet appareil se heurta très vite à ceux contre qui il avait été conçu et qui le surpassèrent. Néanmoins, sans le savoir, Bell avait développé un hélicoptère qui allait demeurer dans les mémoires. Au total, ce sont 375 exemplaires qui ont été produits, Bell 292 et 430 compris, entre 1979 et 2009, année de l'arrêt complet de la chaîne de production. Pendant la diffusion de la série, et 1 ou 2 ans après l'arrêt de celle-ci, on a pu voir le Bell 222 dans des salons encore maquillés comme vous pouvez le voir. Enfin, au début des années 2010, une société anglaise proposait des vols à bord d'un Bell 222 peint comme Airwolf. Il en coûtait environ 500 € pour monter à bord. Depuis, la société a fait faillite et l'hélicoptère fut récupéré par un musée en Angleterre où il est possible de le voir en exposition. Nous vous mettons quelques images et extraits de ces vols au-dessus de l'Angleterre. Phase S17 est à présent terminée et nous vous donnons rendez-vous dans notre prochaine émission. Nous dédions affectueusement ce numéro à Ian Michael Vincent qui restera dans nos mémoires le héros Stringfellow Hawk, pilote chevronné de son fabuleux hélicoptère. That's good enough for me. I'm gonna find out what they really got. I knew it. You just couldn't resist it. Oh, pray for me, Mother. N'hésitez pas à partager, à diffuser et à vous abonner à notre chaîne. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé, c'est important pour nous et ça ne vous prend que quelques secondes. Cliquez sur la petite cloche en haut de notre chaîne pour être averti des prochaines émissions à venir. Pour les nouveaux qui découvrent notre chaîne, faites-vous plaisir en regardant nos émissions déjà disponibles en ligne. Retrouvez également Phase S sur les réseaux sociaux pour continuer l'expérience et pour nous soutenir. Tirer dans ce jeu qu'une balle à la fois. Il faut attendre que la balle tirée par ton hélico sorte de l'écran ou heurte un mur afin d'en tirer une autre. C'est pour ça que quand je rate la cible, il faut attendre que la balle aille tout au fond de l'écran pour tirer la suivante. Et évidemment, s'il te reste un seul pixel, tu peux pas passer, ça te bouffe toute ta vie en un coup. Le jeu te fait des surprises. Genre ici, par exemple, tu descends d'un écran, tout va bien, et hop, en dessous, à la fin du scrolling, bam, t'es dans le mur et tu crèves. Pareil ici, tu évites le mur, tu vas pour monter, et oh, en fait non, au changement d'écran, t'es mort. Voilà, comme ça, et là vous voyez actuellement la situation habituelle de ce jeu de merde, c'est que vous tirez un pixel à côté. Et du coup, ça marche pas. C'était la première fois que j'arrivais à passer, résultat, après qu'est-ce que j'ai fait? Putain, je suis passé. Merde, je fais quoi? Ah! Attends, non, je dis des conneries là, parce que même ça, c'est foiré aussi. Même une connerie aussi simple qu'un foutu chronomètre, ils ont pas réussi à le programmer sans bug. Mais vous savez quoi? Ce jeu n'a pas de fin! Quand vous arrivez à la dernière salle du niveau, le jeu se freeze et plante, c'est systématique. Le jeu crash dès que vous arrivez dans la dernière salle. C'est incroyable, c'est comme s'il y avait une force supérieure qui t'empêchait de finir ce jeu. C'est comme si tu n'étais pas censé finir le jeu, comme si le jeu n'était pas destiné aux simples humains mortels. Je sais pas, peut-être que le fait de finir Airwolf provoquerait un genre de fissure dans l'espace-temps qui provoquerait la fin de l'univers.